Rolex, c'est plus qu'une marque de montre de luxe, c'est un symbole de réussite, mais aussi de bling bling, de nouveaux riches qui veut flex à Dubaï. C'est faire l'étalage de sa richesse, d'épater les galeries, de montrer qu'on a simplement réussi à se hisser au sommet de l'échelle sociale. Et quoi de mieux qu'une Rolex pour le faire savoir? Après tout, n'est-ce pas la marque que les rappeurs brandissent fièrement dans leurs clips? Celle que les stars de cinéma exhibent sur le tapis rouge? Celle que les influenceurs et autres entrepreneurs sur internet brandissent pour vous faire baver? Pour certains, Rolex est un rêve, un objectif à atteindre, un signe de statut et de réussite à la fois désiré et envié. Pour d'autres, Rolex représente l'extravagance, l'ostentatoire, un gaspillage d'argent qui pourrait être mieux utilisé. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, Rolex, c'est une marque intéressante. Déjà, c'est un orphelin qui a perdu ses parents devant ses yeux et qui a vécu toute son enfance dans la pauvreté qui a créé Rolex. Alors maintenant, pourquoi autant de monde veut une Rolex? Pourquoi cette marque plus qu'une autre? Et surtout maintenant, pourquoi l'acquisition d'une Rolex en boutique, c'est devenu presque mission impossible avec des listes d'attente qui peuvent aller jusqu'à 5, 10 ans, voire même jamais dans certains cas. 1893, Kulmbach, Allemagne. Hans Wilsdorf a 12 ans, il vit avec son père et sa mère, Jonna et Anna, ainsi que son petit frère et sa grande sœur. Et dès son jeune âge, Hans est fasciné par les montres et les horloges. Il passe des heures à les observer, à en comprendre les mécanismes et se laisser emporter par leur beauté. Mais c'est une modeste famille d'artisans qui vit une vie paisible dans un petit village allemand, mais tout s'arrête quand, en l'espace de quelques mois, Hans perd ses 2 parents à la suite. Ces tristes décès laissent la fratrie dans une situation financière précaire. Et maintenant devenus orphelins, ils sont mis sous la tutelle de leur oncle. Hans a eu beaucoup de mal à se remettre de cet enchaînement de mauvaises nouvelles. Mais au même moment, il est envoyé à l'internat de Cobourg, où il suit une formation dans le commerce international. Il se concentre sur ses études et sa passion de l'horlogerie pour s'en remettre. Et après avoir terminé ses études en 1900, Hans se rend à la Chaux de Fonds en Suisse, l'un des centres horlogers les plus réputés du monde, pour travailler à Kuno Korten, un grand exportateur de différentes montres de poche. Ce travail permet à Hans d'en apprendre énormément sur tous les types de montres, comment elles sont fabriquées et comment reconnaître la qualité. Bien que le travail de Hans implique beaucoup de tâches répétitives comme remonter des centaines de montres chaque jour, il a développé pendant son séjour là-bas une profonde admiration pour l'artisanat et il est devenu obsédé par l'idée de créer des montres parfaites. En 1903, Hans part travailler à Londres dans une autre entreprise de montres, cette fois-ci en tant que commercial. Son objectif est tout simplement de trouver de nouveaux clients. Et ce travail a permis de lui faire comprendre une chose essentielle: l'importance cruciale du marketing pour le succès d'une marque. Alors, en 1905, avec une petite somme d'argent, Hans fête ses 24 ans et s'associe avec son beau-frère, aussi passionné par les montres, Alfred Davis, pour créer Wilsdorf & Davis. L'objectif est de fournir des montres de haute qualité à des prix abordables. Mais à l'époque, on ne parle pas de montres bracelets, parce que c'était plus considéré comme des accessoires féminins que des pièces d'horlogerie sérieuses. Leur petite taille, leur délicatesse, ça semblait en contradiction avec l'idée répandue de la robustesse et la fiabilité d'une montre de gousset. Mais Hans, il aimait ce concept, sauf que ses amis ont tenté de le dissuader et le convaincre que les montres à bracelet étaient trop fragiles et trop imprécises. Le marché était dominé par les montres de poche, solides et imposantes. Mais Wilsdorf n'est pas cet avis. Il voit le potentiel des montres bracelet, leur utilité et leur élégance. Il avait même prédit leur suprématie future, déclarant « Selon moi, les montres de poche disparaîtront presque complètement et les montres bracelet les remplaceront définitivement ». Il avait une foi inébranlable en la qualité supérieure des montres bracelets. Hans a investi tout l'argent de l'entreprise pour passer l'une des plus grandes commandes de montres bracelets de l'époque. Tout le monde le jugeait fou, y compris son partenaire d'affaires, Alfred. Mais pour Hans, l'avenir était clair et cet avenir c'était celui des montres bracelets. Hans a utilisé ses relations avec la Suisse pour importer les mécanismes plus robustes de là-bas. Et il était déterminé à donner ses lettres de noblesse aux montres bracelets. Mais il sait que la qualité ne suffit pas. Ce n'est pas une composante de l'équation, ces montres ne fonctionneront pas sans la reconnaissance de la marque, sans une aura autour. Nous sommes en 1908, Hans veut créer sa marque de montres et ça fait des mois qu'il réfléchit au nom de celle-ci. Il veut le nom parfait, jusqu'à, selon la légende qu'il raconte lui-même dans son livre autobiographique, « J'ai essayé de combiner des lettres de l'alphabet de toutes les manières possibles. J'ai ainsi obtenu une centaine de noms, mais aucun d'entre eux ne me semblait tout à fait juste. » Sauf qu'un matin, alors que j'étais assis à l'étage supérieur d'une voiture et que je roulais sur Cheapside à Londres, un bon génie m'a chuchoté à l'oreille « Rolex ». Et c'est là que pour Hans, toutes les idées se rassemblent. Il appose alors à son image une couronne dorée avec le nom de Rolex sur toutes les montres qui sortent de l'atelier pour qu'elles rentrent dans l'esprit. En 1910, Rolex devient la première montre bracelet à recevoir le certificat de précision suisse. Un honneur convoité qui atteste de l'excellence et de la précision de la montre. Prix qui de base est destiné uniquement aux montres de poche. Et 4 ans plus tard, en 1914, l'Observatoire britannique de Kew a décerné à une montre bracelet de Rolex la mention classe A. Cette distinction jamais accordée auparavant à une montre de ce type a encore renforcé l'image de Rolex. Et avec ces deux reconnaissances de la qualité et de la précision de leur montre, la réputation de Rolex s'est solidifiée. Les clients ont commencé à associer la marque à une qualité inégalée, ce qui a encore augmenté les ventes. Et la vision délirante à l'époque d'Hans se réalise. La montre bracelet n'est plus un simple bijou, mais un instrument de précision respecté
et désirée. Mais 1914, c'est aussi le début de la Première Guerre mondiale. À Hans et à Londres, son entreprise Rolex se retrouve réquisitionnée pour l'effort de guerre et des tensions commencent à se créer. De plus, le gouvernement britannique a imposé un droit d'importation de guerre de 33% sur les produits de luxe. Hans déplace alors le siège de Rolex en Suisse, qui est neutre pendant la guerre, pour éviter les conflits et profiter de la meilleure fiscalité suisse. Les montres au poignet sont bien plus pratiques que les montres de poche, et ça va aider Rolex à exploser en popularité en ce moment. La montre au poignet dans les tranchées, c'est bien plus pratique, et la marque va exploser. Si la situation en Europe a effectivement été propice au développement de Rolex, c'est aussi grâce au talent marketing d'Hans. Dès 1920, Hans fait porter ses montres à des explorateurs, des athlètes, des coureurs automobiles, des aviateurs. Le climat des années folles et l'association entre les porteurs de Rolex et leur succès contribuent à renforcer l'image de Rolex. Rolex égale succès, Rolex égale réussite. Et le jeune homme fait aussi du placement de produits bien avant que le concept ne se démocratise. Rolex est présent à la radio et dans les journaux. En 1926, Rolex crée la première montre entièrement étanche du commerce, l'Oyster. Hans sait déjà comment présenter et vendre son produit. Une jeune femme était connue pour nager dans la Manche. Il convainc la nageuse de porter la dernière, la fameuse Oyster. Après une dizaine d'heures dans l'eau glacée, la montre était en parfait état de marche. Les médias s'emparent de l'affaire, les gros titres vantent les mérites de l'Oyster, petit bijou d'ingénierie de chez Rolex. Et pour exploser encore plus, Hans a une idée de génie. Il demande au distributeur Rolex d'exposer la nouvelle Oyster en vitrine. Mais la montre réside dans un aquarium, entouré de poissons chatoyants. Inévitablement, ça attire l'attention des passants. Et 5 années plus tard, Rolex démontre à nouveau sa position de leader sur le marché. Les ingénieurs de la maison développent le rotor perpétuel, qui remonte automatiquement une montre. C'est le cas par exemple lors de la première montée vers l'Everest, qui ont porté une Rolex Oyster. Ou encore Malcolm Campbell, quand il porte une Rolex lorsqu'il établit un record de vitesse terrestre dans l'état de l'Utah en 1935. Ce sont les innovations constantes associées à des techniques marketing redoutables qui ont permis à Rolex son développement rapide jusqu'à devenir un nom populaire. En 1945, c'est le 40e anniversaire de Rolex et il lance un nouveau modèle, la Datejust. C'est la première montre automatique à indiquer la date sur son cadran. Malheureusement, la tragédie va à nouveau frapper Hans. Peu de temps avant la cérémonie annonçant la Datejust, son épouse, Florence, meurt des suites d'une maladie. L'homme déjà orphelin à 12 ans se retrouve maintenant veuf et sans enfant à 63 ans. C'est un maître horloger, mais il ne maîtrise pour autant pas le temps. Et le décès de sa femme lui fait prendre conscience de sa propre mortalité et du côté éphémère de la vie. En 1946, il crée la fondation Hans Wilsdorf et transfère sa participation de 100% de Rolex à la fondation. Aujourd'hui, l'organisation détient toujours la pleine propriété de Rolex et surtout son contrôle. Et comme il s'agit d'une fondation, aucun impôt sur les sociétés n'est prélevé sur les bénéfices. Une grande partie de l'argent est consacrée à des causes caritatives, notamment les bourses d'études. Malgré sa renommée en tant que marque de montre la plus connue au monde, on en sait finalement très peu sur les affaires internes de l'entreprise, y compris la façon dont elle est gérée, qui la pilote exactement, combien d'argent l'entreprise gagne et ce qu'elle en fait. Ce que nous savons, c'est qu'à la mort de Hans en 1960, les nouveaux propriétaires de Rolex ont continué de faire prospérer l'entreprise, fournissant encore aux grands de ce monde l'occasion de porter une montre historique hors du commun. Mais une histoire trop parfaite, c'est ennuyeux. Et c'est là que l'histoire va commencer à prendre un autre tournant.